Bonjour à tous. C'est le grand retour de Jeans pour une deuxième saison haute en couleurs. Et qui dit deuxième saison, dit plein de nouvelles surprises. Alors je vous rassure tout de suite, je suis toujours Jamal, la voix derrière Jeans, mais on va continuer à parler de genre, de sexualité, au pluriel, et de féminisme pour les personnes arabes et ou musulmanes. Sauf que dorénavant, je serai épaulé par les productrices de Kikina Studio, qui croient autant que moi en le projet de Jeans pour la saison 2, celui de faire briller les identités. Oui, faire briller les identités. Aussi belles, complexes et multiples soient-elles. Avec évidemment plein d'invités exceptionnels, avec des épisodes en français mais aussi en anglais, pour atteindre des populations concernées qui ont besoin de messages spécifiques, pacifiques, autour de la sexualité et de la foi. Aussi pour vous donner à voir la palette multicolore des personnalités formidables du monde entier qui œuvrent pour un avenir meilleur pour tous. Pour vous montrer encore la diversité de l'être humain dans toute sa complexité et mieux comprendre comment ouvrir les bras et inclure sans jugement. Et puis en saison 2, on sera plus extravagant, plus présent, plus inventif dans nos formats. À commencer par cet épisode introductif, un épisode 0, et pourtant 100% incroyable, sur les sexualités et les féminismes intersectionnels. Ceci est un épisode en crossover pour présenter mes intentions en tant qu'auteur. Pour celles, ceux et celles qui ne connaissaient pas encore Jeans, mais aussi pour mes auditeuristes adorés qui seront encore au rendez-vous. Alors je suis hyper fier, hyper heureux, 1 an et demi seulement après mes premiers pas hésitants dans le monde du podcast, de me retrouver dans un épisode aussi exceptionnel que celui-ci. Je les ai écoutées, elles m'ont donné envie de me lancer et maintenant on co-anime une émission. C'est un honneur pour moi de démarrer la saison 2 aux côtés de Rokhaya Diallo et de Grace Lee. Comme vous le savez sûrement, Rokhaya Diallo est une journaliste française, autrice et réalisatrice reconnue pour son travail en faveur de l'égalité raciale, de genre et religieuse. Elle est née de parents sénégalais et gambiens, élevée musulmane. Elle est éditorialiste pour le Washington Post et chercheuse au centre de recherche Gender plus Justice Initiative de l'université de Georgetown, Washington. En France, elle est animatrice et chroniqueuse pour la radio et la télévision. Elle réalise des documentaires Où sont les Noirs en 2020 et Beautiful en 2021, que je vous conseille. Elle est une des grandes figures du militantisme féministe et antiraciste aujourd'hui en France. Grace Lee, elle, est écrivaine, réalisatrice et animatrice de podcasts. Son roman, Jeune fille modèle, aux éditions Fayard en 2018, donne la parole à une seconde génération d'Asiatiques français. Elle a créé la web-série documentaire Ça reste entre nous, composée de témoignages et de conversations, et s'engage pour une plus juste représentation des communautés françaises originaires de l'Est et du Sud-Est asiatique depuis 2011, date de création de son blog gastronomique et lifestyle, La Petite Banane. Très chère Rokhaya et Grace, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans. Salut Jamal. Salut, merci de nous inviter. J'aurais bien voulu appeler ça Jeans Taras ou même, c'est pas mal ça. ou Kiffe ton jeans. Mais là, c'est une autre proposition. Voilà, c'est un peu suggestif, Kiffe ton jeans. Mais on se refait pas. Jeans Taras, Kiffe ton jeans, c'est un peu une façon aussi de faire en sorte que le crossover soit intersectionnel aussi. C'est à l'intersection de Jeans et Kiffe Taras. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être ici. J'ai très hâte de vous poser des questions et de parler de Jeans avec vous. Et merci aussi à toi pour l'invitation dans ton podcast. Avec grand plaisir, chouette. C'est un honneur. Alors dans Kiffe Taras, tu le sais peut-être, nous avons un rituel. Nous demandons à nos invités s'il ou elle se situe sur le plan racial. Par exemple, Grace est une femme d'origine asiatique et moi je suis une femme noire. Est-ce que toi, Jamal, tu te définis et si oui, comment ? Alors je connais ces questions par cœur puisque je vous ai écouté pour tous vos épisodes. Merci. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur mon point de vue situé, bien sûr, mais je dirais que je m'identifie simplement comme un homme arabe, mais pas que.
Je me considère comme une personne française, une personne marocaine. Pas 50-50, mais 100% les deux. Et c'est ça qui fait la richesse aussi, c'est que je suis 2 fois 100%. Mais je ne suis pas qu'arabe, je suis nord-africain. Si on en croit le patrimoine de ma mère, je suis aussi amazigh. Si on part du côté de ma grand-mère, je suis plutôt juif d'Andalousie. Mais il se trouve que je suis musulman. Donc, pas de bol. En tout cas, j'ai compris que j'étais un homme arabe quand je suis arrivé en France. À l'âge de 17 ans. C'est là où je suis devenu racisé. Parce que en fait, tu as grandi au Maroc. J'ai grandi au Maroc, à Casablanca, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et je suis venu ici pour faire mes études. Et du coup, on m'a dit que mon père devait mendier pour payer mes études, que je volais le pourboire des serveurs au resto, que j'étais un taureau qui venait piquer les gazelles blanches en France, que j'avais un grain de couscous dans la tête, que je devais pas pratiquer ma religion parce que c'était trop violent. Et puis la meilleure pour moi, c'est celle qui est la plus hilarante pour moi, c'est que je pouvais pas m'habiller en autre chose qu'Aladin pour Halloween. Oh. Parce que sinon on comprenait rien. Donc pendant longtemps, en fait, ma stratégie c'était un peu une sorte de passing qui fonctionnait plutôt bien. J'étais obligé du coup d'être complice de ma propre désintégration, paradoxalement, pour m'intégrer. Et je pense que je suis devenu, avec le temps, one of the good ones, le bon arabe, qui était plutôt intello, plutôt bon orateur, qui a fait de bonnes études, qui venait d'un milieu plutôt bourgeois, qui était viril mais pas trop, c'est-à-dire pas trop menaçant, pas trop pratiquant dans la religion, parce que évidemment l'arabe c'est une religion apparemment. Du coup, même si l'islam n'a rien à voir avec la race, j'ai été racisé aussi comme musulman. Et donc, je dirais aussi une autre chose, c'est que le physique compte, parce que je suis perçu comme typé méditerranéen, si tant est que ça veut dire quelque chose. En gros, je suis brun de peau et je suis brun, donc rien de foufou. Mais ça veut dire... Tu pourrais être de n'importe quel pays, d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Exactement. Ouais. Mais ça veut dire en fait quand même que je ne suis pas encore arabe dans l'esprit des gens, jusqu'au moment où je leur dis que je m'appelle Jamal. Et mon prénom, du coup, est devenu mon premier traître. Et pour cette raison, je l'ai longtemps haï, parce que je me suis dit, putain, c'est quand même dingue que les personnes défavorablement racisées doivent porter le fardeau de leur prénom, même si ça se voit pas et qu'il y a un passing potentiel. Et aussi parce que personne ne l'écrivait bien. Même à la préfecture, j'ai dû refaire 3 fois mes cartes d'identité parce qu'ils ont écrit Jamal différemment, alors qu'il y a genre 5 lettres. C'est pas hyper compliqué, quoi. En plus, ça veut dire beauté en arabe, donc c'est dommage. Et puis pour finir, j'ai eu la chance de vivre, moi, à l'étranger beaucoup, notamment en Chine, à Singapour, à New York. Et je me suis rendu compte avec mes amis français blancs de ce que ça voulait vraiment dire la blanchité, parce qu'ils étaient en minorité du coup. Et avant, je la voyais pas, parce qu'elle équivalait toujours à une sorte de neutralité. On définissait toujours eux par rapport aux autres. Et donc, avec le temps, j'ai non seulement compris que mon arabité était en creux, c'est-à-dire que était déficitaire par rapport à ce qu'il fallait être en France, mais j'ai découvert aussi une francité en plein, qui était blanche, qui était privilégiée, qui avait des avantages que je n'avais pas, alors que je connaissais l'histoire de France par cœur, que je connaissais France Gall par cœur. Et voilà, et je pouvais pas prétendre à la même francité que les autres, parce que du fait de mon origine, j'étais renvoyé, convoqué tout le temps, cette même origine. Et donc voilà, il m'est devenu de plus en plus insupportable d'être convoqué tout le temps à ça, et je me savais défavorablement racisé, mais j'ai décidé de reprendre le pouvoir de mon identité tout seul, et c'est là que tout a commencé du coup pour Jeans. Et voilà. Et donc, comment t'es venue cette idée de créer le podcast Jeans ? Est-ce qu'il y a eu un besoin, un désir personnel de le faire, et aussi un besoin du fait de ton parcours personnel, et aussi quelles études tu as faites, parce que je trouve que ton podcast est très précis, c'est-à-dire que tu parles... je me demandais si tu avais fait des études en sciences sociales, et même peut-être en... des études de religion, enfin peut-être théologie, parce que c'est un podcast, donc le premier podcast dédié à la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes, et tu invites des personnalités assez pointues sur la question. Alors non, pas du tout. Moi j'ai fait des études de commerce à la base. J'étais dans une grande école qu'on appelle grande école aujourd'hui. J'ai été en publicité pendant plusieurs années dans différents grands groupes, et j'ai tout plaqué pour devenir réalisateur et scénariste. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à comprendre que mes engagements féministes ne pouvaient pas me faire rester dans d'autres pays que la France, ou plus proche du Maroc, disons. Donc je suis devenu militant au jour le jour, et j'ai voulu créer ce podcast-là. Moi, à la base, je suis ni sexologue ni anthropologue. Je n'ai pas de PhD appliqué en études de genre. Je ne suis pas
Hitch, le coach love, coach expert en séduction. Je ne suis pas imam. En revanche, je suis né, j'ai été élevé dans l'islam. J'étais nourri d'une double culture qui était française et marocaine à égalité. Et depuis 5 ans environ, ces idées pro-féministes, elles ont pris le dessus. De plus en plus sous la forme d'un discours engagé. Donc quand je me suis rendu compte des micro-agressions quotidiennes que vivaient par exemple mes amis femmes, ou des blagues salaces au boulot, ou de la montée de l'islamophobie dans les médias, etc., je me suis dit que c'était plus possible de rester complice de ça, en fait, et de rester silencieux. D'ailleurs, comme tu dois tout le temps prouver ton approbation et ton amour pour la France quand tu es racisé, quand je dis que j'ai honte d'être français parce que je vois les élections actuelles, par exemple, et que je suis pas content, on me dit si t'es pas content, tu quittes le territoire. C'est là où on voit qu'en fait les racisés, ils ont pas le droit de pas aimer ou de critiquer la France. Mais en fait, l'amour de la France, c'est pas inscrit dans mon code génétique, mais c'est pas non plus inscrit dans le code civil. Donc j'ai le droit d'aimer la France à ma façon et de la haïr pour son passé colonial, par exemple. Donc mon indignation, elle a peu à peu pris la forme d'un militantisme qui était pro-féministe, antiraciste, antivalidiste, contre les LGBTQIA-phobies, vraiment contre l'islamophobie, l'antisémitisme, enfin, toutes ces sortes de racisme-là. Et par rapport à tout ce que je viens de dire, l'idée d'un féminisme décolonial aussi. Parce qu'il faut dire non à l'humiliation, non à l'exploitation, non à la domination, puis rappeler aussi aux personnes blanches qu'elles sont blanches, même si c'est parfois pire que de leur dire qu'ils sont racistes. On touche du doigt ici, en fait, le fait qu'on les expose aussi au fait qu'ils soient racisés, finalement, parce qu'ils sont favorablement racisés. C'est un peu ce que vous disiez, vous, dans votre livre. C'est juste qu'ils le sont favorablement, en fait. Leurs privilèges ne sont pas dus à des compétences et à des talents exceptionnels, mais dû à une histoire qui leur permet de voyager sans visa, de profiter, d'être dans les meilleures conditions sociales, de jamais être discriminés parce qu'ils veulent un appart. Voilà. Et donc, s'il n'y avait pas cette histoire ni ce passé, ils ne seraient pas blancs, ils seraient juste des humains parmi les humains. Voilà, donc c'était le point de départ, en fait, de c'était la genèse, du coup, de la réflexion autour de Jeans, et puis l'indignation aussi totale de j'en peux plus. J'en pouvais plus, en fait, de ce que j'avais au fur et à mesure de mes dîners, des discussions un peu houleuses avec mon entourage proche. Moi, j'ai commencé à m'investir plus clairement dans la cause féministe et la défense des personnes minorées. Parce que oui, la misogynie sous le ton de l'humour, le racisme structurel et systémique qu'on voit amoindri par les phrases qu'on me sort à chaque reprise et à peu près tous les jours. Non mais t'exagères, non mais t'en fais trop, oh, tu casses l'ambiance, Jamal, on peut plus parler avec toi tranquillement. Et puis l'homophobie évidente de si tu bois pas, t'es pédé, si t'es... Enfin voilà, toutes ces choses-là qui s'immiscent dans le dialogue qui est quotidien de tous les jours, et puis les faits divers, les viols à répétition, la pédocriminalité, la fétichisation des corps féminins, enfin bref, je me suis posé toutes ces questions-là, et j'en pouvais plus, ces discours médiatiques anxiogènes, qui n'étaient pas du tout pacifiés ni pacifiques, qui étaient dans une sorte de belligérance informationnelle. Il y avait toutes ces injustices qu'on mitraille sur nos consciences, c'est trop, même pour moi en tant que militant, il y a une question de santé mentale à la fin, donc je me suis dit non, c'est mort, ça suffit, je veux vivre dans le respect, je veux vivre dans l'acceptation, je veux créer ce cosmos à moi dans lequel les gens se disent les choses de manière pacifiée et dans le non-jugement, et avec une écoute active surtout. Voilà. Et donc c'était le point de départ de Jeans. Alors, jeans, ça veut dire quoi? Alors, jeans, ça veut dire sexe en arabe. D'accord. Alors, honnêtement, il y a plusieurs acceptions du mot. Ça peut vouloir dire sexe, tout simplement, donc la génitalité du mot sexe. Ça peut vouloir dire genre à l'époque. On disait naw', mais on disait aussi jeans en arabe. Donc, pour donner la construction sociale du mot sexe, ça peut vouloir dire sexualité, donc le fait de faire du sexe. Et ça a la même racine étymologique que le mot jinsia, qui veut dire nationalité. Donc ça parle d'identité aussi, de genre, de sexualité et vraiment de nationalité. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai pris les devants là-dessus et que j'ai appelé le podcast Jeans. Et donc ton podcast, tu le présentes comme 100% indépendant, féministe, intersectionnel et inclusif. Comment ça se traduit en fait dans la production de tes épisodes? En fait, honnêtement, quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait vraiment que j'agisse de manière plus académique, disons, ou de manière médiatique, je me suis mis à lire et à lire encore. Une lecture approfondie de plus de 400 ouvrages sur les questions sociologiques, sexologiques, psychologiques du monde arabe et ou musulman. Donc ça m'a fait consolider un savoir qui pour moi est précieux aujourd'hui et qui m'a donné envie de travailler ce changement social en profondeur
profondeur, de participer à l'apaisement autour des questions tabous, etc. Et du coup, je me suis intéressé à Kimberlé Crenshaw, à vraiment toutes les études de genre. J'ai fait mon Kimberlé propre... Crenshaw, c'est l'universitaire, juriste qui a créé le concept d'intersectionnalité aux États-Unis. Exactement, absolument. Et puis, à partir d'elle, à partir d'autres grandes figures, en fait, des études sociologiques, etc., je me suis raconté l'islam autrement. Et je me suis dit, c'est marrant parce que je dis jeans parce que je veux dire sexe, je veux que les gens écoutent sexe tout le temps dans leurs oreilles, parce que c'est tabou, que la sexualité et l'islam, on les dépeint comme oxymoriques, c'est-à-dire incompatibles, irréconciliables. Moi, en relisant les textes saints, que ce soit coraniques ou bibliques, en mettant le nez dans les faits culturels et historiques, je veux que les gens ils sachent qu'il n'est pas impossible d'associer la sexualité et la foi. Je veux parler de ce qui génère ce que, en arabe, j'ai appelé les 3 h, c'est-à-dire la hchouma, la honte, le haram, qui est ce qui est religieusement illicite, et la hugra, qui veut dire la discrimination et l'oppression. Donc c'est les trois H, les 3 H qui font que c'est hyper chiant de ne pas pouvoir parler de ce genre de choses. Et je suis conscient d'être optimiste sur ces questions-là, d'être un peu idéaliste, voire bisounours, mais je crois vraiment en une bienveillance, en une sorte de mise en lumière. Je crois que c'est un principe que tout humain peut avoir en soi, quelle que soit l'origine, la couleur de peau, la sexualité, la religion, le genre. Et le parti pris du podcast, c'est vraiment de parler de ces sujets épineux avec les plus grands spécialistes, qui soient vraiment dans une forme d'intersection des identités aussi, pour parler de ce qui est le plus intime pour moi. C'est vraiment le point de départ, c'est l'intimité qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas questionner, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est la sexualité, c'est l'identité de genre, c'est la foi. On ne peut pas expliquer pourquoi on croit en Dieu, on ne peut pas expliquer pourquoi on est exactement une personne trans. Voilà, donc c'est des questions qui sont revenues sur le devant de la scène aujourd'hui, mais j'avais besoin de rétablir la vérité là-dessus pour que s'arrêtent les débats incessants. Je voulais montrer par A plus B aussi qu'on pouvait être une femme musulmane et une femme féministe. Je voulais mettre en lumière des faits qui réconcilient en fait. Et vraiment la ligne éditoriale de Jeans, c'est d'arrêter les déchirements et de faire l'éloge de la nuance. C'est ça le principe. Et est-ce que tu sais qui t'écoute? Est-ce que ce sont des personnes qui sont arabes et ou musulmanes? Et si c'est des femmes ou si c'est des hommes? Là, tu as fait plus d'une 60aine d'épisodes à ce jour. Et comment est-ce que ton travail dans le podcast a été reçu par ta famille, ton entourage proche? Est-ce qu'ils pensaient que est-ce que c'est quelque chose qui les choque ou pas? Je sais pas grand-chose de mon audience, à part le fait qu'il y a beaucoup de femmes, évidemment, il y a beaucoup de personnes queer aussi. Donc là, j'ai su l'importance et l'utilité du podcast parce que j'ai vu que ça a sauvé beaucoup de gens, en fait, de se dire que c'était réconciliable, sexualité et islam, réconciliable, arabité et sexualité libre, c'était réconciliable d'être queer et d'être musulman, etc., etc. Pour la question de l'accueil, c'était hyper dur. Parce que parler de sexualité, parler de rapports non pénétratifs, d'homosexualité, de BDSM dans l'islam, du travail du sexe, de la transidentité, de la fétichisation raciale, de la colonialité, enfin tous ces concepts-là, ça fait un séisme dans la tête des gens. C'est séisme magnitude 9, quoi. C'est l'explosion. Et ça bouleverse, ça dérange. Mais du coup aussi, ça questionne. En fait, c'est ça que je voulais, moi, personnellement, c'est secouer les évidences qui étaient construites par les stéréotypes ou même par les archétypes du fait qu'on soit une femme arabe et donc on doit être soumise au lit, du fait qu'on doit être un homme noir et qu'on doit avoir un gros engin pour être sexuellement attirant, du fait que l'islam dit les choses sur les personnes queer de manière évidente comme étant des condamnés aux enfers. Du coup, c'est venu pêcher beaucoup de personnes assez rapidement. Du coup là il y a une petite base disons qui est de 5000 abonnés sur Instagram ou 10 000 si on prend les plateformes d'écoute. Il y a eu 120 000 écoutes uniques depuis la création du podcast, donc c'était pas dérisoire et ça veut dire surtout que les gens ont vite commencé à écouter de manière qualifiée. Moi je suis très content d'avoir cette communauté là qui était très qualifiée parce que engagée aussi, parce qu'ils comprennent cette intersection là et puis c'était intéressant aussi de dire que ils ont commencé à écouter épisode après épisode et ils l'ont écouté en groupe et puis ils l'ont écouté en cachette. Moi, j'ai des amis marocains qui me disent que leurs parents, ils ont complètement dénoncé l'initiative, que c'était catastrophique, qu'on ne pouvait pas dire ce genre de choses, que ça déjouait les principes premiers de l'islam, etc. Et puis qu'ils ont trouvé en train d'écouter Jeans en cachette dans leur chambre.
vraiment à plein son, alors qu'il dénonçait l'initiative quelques heures auparavant. Et je me suis dit, putain, mais en fait, si ça se trouve, Jeans, c'est un peu le nouveau porno, quoi. C'est que t'écoutes en cachette. On dénonce publiquement, mais voilà, on le fait en cachette. En secret. Exactement, et c'est juste du porno un peu plus intello et un peu plus féministe aussi. Mais en tout cas, mon entourage, moi, il est fier de moi et en même temps, il a très peur pour moi parce que du coup, ce que je dis, c'est pas très commun. Et puis, voilà, il y a beaucoup de haters, il y a beaucoup de menaces. J'ai été menacé de mort plusieurs fois, surtout avec la montée en France de Madame Voldemort et de Monsieur Gremlins. Voilà, c'est les deux qui m'ont fait le plus peur. Et en fait, en même temps, je pense que par rapport à ta question, Grace, ce qui est important à dire aussi, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas que ces personnes-là, les extrémistes de droite et les fondamentalistes religieux qui sont un peu contre moi. J'étais vraiment un peu plus blessé quand même par les personnes que je pensais être de mon côté. C'est-à-dire, il y a eu des féministes blanches qui m'ont demandé de me taire parce que j'étais un homme. Il y a eu les féministes blanches universalistes qui se disent laïques, qui m'ont demandé... Elles n'ont jamais été de notre côté, elles. Ah, ouais, non, ça... Enfin, pseudo-universaliste. Moi, j'ai compris de plus en plus que c'était pas du tout de mon côté. Et qui m'ont demandé, par exemple, de plus défendre les femmes musulmanes, en particulier les femmes qui portaient le voile, parce que c'était pas des femmes, qu'elles étaient déjà soumises au patriarcat à un point qui était insauvable pour elles. Les féministes TERF, je rappelle, c'est Trans Exclusionary Radical Feminists, donc c'est toutes les personnes qui refusent de considérer les femmes trans comme des femmes, et qui m'ont insulté de tous les noms parce que j'ai défendu, je cite, les hommes qui se déguisent pour violer les femmes en toute impunité. J'ai eu les féministes anti-travail du sexe qui m'ont traité de proxénète en puissance. C'est un peu les mêmes, hein, les TERF, les pseudo-laïcs, tous les mêmes. universalistes, celles qui sont contre le travail du sexe. Généralement, c'est un peu le même crew, quoi. C'est le même crew et c'est pas le mien en tout cas. Je crois que c'est pas le nôtre tout court. Bref, ils m'ont dit que j'avais fait l'apologie du viol tarifé. Enfin bref, j'ai eu les catholiques qui m'ont dit que je pouvais pas encourager les gens à devenir musulmans parce que c'était le grand remplacement. Les hommes gays qui me disaient que les hommes arabes n'étaient pas bons à part pour qu'ils les frappent au lit et qu'ils leur, je cite, explosent leur cul comme ils explosent des bombes. Voilà. Wow, voilà. Donc ça vient de toutes parts. Moi, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que malheureusement, c'est pas juste les fachos de l'extrême droite. C'est pas juste les fachos qui viennent bousculer les discours que j'ai de manière un peu intersectionnelle. Et donc, voilà, je voulais juste une dernière chose, c'était dire merci du coup à cette communauté-là qui me suit et à mon entourage amical et familial, parce que c'est aussi des gens qui sont avec qui je pouvais pas trop parler parce qu'on pouvait plus rien dire, parce que pour eux, ils avaient peur de dire quelque chose devant moi, de le dire trop mal, que c'était trop, que c'était pas assez, que ça allait trop loin. Et donc voilà, qui ont pris des précautions, un peu des pincettes avec moi au début, parce qu'ils se sont dit, oh là là, celui-là il devient radical, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il lui prend? Mais je voulais les remercier parce que je trouve qu'il y a vraiment eu un témoignage très fort de comment ils ont évolué. Et je pense que c'est un des premiers combats en tant que militant, c'est aussi de faire le pas dans sa famille et dans ses amis proches, de se dire, mais moi j'ai un ami blanc qui est hyper proche de moi et qui me dit, ouais, la gonzesse, j'ai envie de je sais pas quoi avec elle, enfin un truc sexuel ou je ne sais quoi. Et de vraiment revisiter ça avec lui, de comprendre ça mieux, de pas l'assommer d'insultes parce qu'il a dit ça. Et je pense que c'est vraiment là où on se confronte à la réalité, à nos parents, à nos grands-parents, à tout ce qui s'est passé, voilà, et même aux enfants quand on en a. Donc voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir agi et œuvré pour l'action, pour disons la paix sociale quand j'ai parlé à mes proches. Et puis toutes les personnes qui m'ont confessé des choses sur Jeans, des messages d'amour, les prières, ou les critiques, même les critiques constructives, pour moi c'était vraiment précieux et c'est pour elles et eux et elles que je fais ça, donc merci pour ça. Dans un contexte aussi islamophobe que la France, il est très difficile de discuter de théologie et d'évolution de l'interprétation des textes religieux coraniques sans prêter le flanc à des observations racistes. Comment tu arrives justement à naviguer entre ces deux eaux qui sont contradictoires, hein? Bah écoute, je pense que la meilleure réponse à ça, c'est de dire que moi, en fait, je dis rien dans mes podcasts, à part mes introductions. Ce que j'ai eu comme parti pris, c'était de me dire, moi, je suis légitime pour rien, à part pour le fait que j'ai vécu ce genre de choses, et je donne la parole.
L'idée, c'était vraiment que je voulais réunir des gens autour d'une parole forte pour pointer du doigt les systèmes d'oppression, pour mettre une sorte de coup de poing aux préjugés, et puis pour tendre la main aussi à toutes les personnes qui se sentent concernées par ces rapports d'oppression, pour qu'elles se réapproprient leur histoire et même l'histoire tout court. Et je pense que le moyen de réconcilier, c'était d'inviter des personnes qui étaient, elles, légitimes, parce que académiques, parce que, en fait, dans une expérience forte, parce que militantes. Et c'est pour ça aussi que, du coup, j'ai invité des islamologues, qui sont, pour les médias actuels, dits ouverts, mais c'est juste des islamologues qui en fait comprennent très bien les textes, comme Raleb Bencher, comme Éric Geoffroy. Il y a eu des sociologues, des historiens, des psychanalystes, des anthropologues, qui sont spécialistes aussi des cultures arabes, amazighes, iraniennes, turques, afropéennes, voilà. Il y a eu, parce que Flash Info, les musulmans ne sont pas tous arabes. C'est même une minorité chez les musulmans, les Arabes. Dans les musulmans du monde, les Arabes sont complètement minoritaires. Absolument. Donc c'est pour ça que voilà, il y a vraiment eu cette importance-là sur la question de la culture au-delà de la question de l'islam. J'ai interviewé aussi notamment, bien sûr, une imam, c'est un de mes grands credos en ce moment, un imam gay, et puis des auteurs comme Adel Ataya, que vous avez reçu ici aussi, et des autrices comme Leila Slimani, comme Faiza Gen, comme Fatima Das, exactement. Des drag queens arabes, des sexologues qui portent le voile, Nadia El Bouga, qui est extraordinaire, des essayistes décoloniales comme Françoise Vergès, comme Maboula Somaoro, qui était, je crois, ici. On a reçu toutes les deux, aussi. Voilà. Mais du coup, pour en venir à ma question c'est comment, même si toi tu t'exprimes pas directement, comment tu fais pour qu'on ne reprenne pas ton travail en disant, vous voyez, ces musulmans, ils ont une pratique qui est restrictive, qui est régressive dans la société française, et en fait, il faut leur imposer une lecture occidentale, ouverte, etc., évidemment en alimentant un préjugé selon lequel seul l'Occident pourrait apporter la lumière aux musulmans. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, souvent, les musulmans sont dépeints comme des personnes arriérées, et toute question relative à la réforme possible de l'interprétation de l'islam est manipulée en fait par des gens est manipulée à des fins racistes. Totalement. Je pense que la pire des choses, c'est l'instrumentalisation qui est faite des discours qui se veulent extrémistes dans les pays musulmans, plutôt du côté de la péninsule arabique, qui en font un paradigme qui est très très bon pour les personnes occidentales, pour être reprises par elles et instrumentalisées. Et puis c'est ce que dit en fait Edouard Saïd et même le professeur Joseph Massad dans leurs questions sur l'orientalisme. En fait, c'est hyper orientaliste de tout le temps venir exposer des espèces de passages comme ça qui sortent de nulle part du texte coranique sans le contexte, d'essayer de comprendre aussi comment ces musulmans ne vivent pas dans la modernité, que le voile est arriéré et un signe direct de la soumission de la femme, alors que en fait, il ne s'agit pas de les culpabiliser, il ne s'agit pas de les infantiliser, ce ne sont pas des enfants mineurs à qui on doit expliquer la vie et qui ont été imposés par leur père ou leur frère dans leur cité de banlieue parisienne, pauvre et misérable, comment en fait elle ne peut s'en remettre qu'à Dieu et à une espèce de pudeur. En fait, c'est la même logique totalitaire qui est à l'œuvre quand on dit qu'il faut le porter ou qu'il ne faut pas le porter. Donc, quand voilà, MLP, pour pas la citer, dit des choses aussi horribles que moi, si j'y suis, je vais dire qu'il n'y a plus de droit à porter le voile à l'extérieur dans la place publique. Mais en fait, déjà, à la base, c'est censé être porté sur la place publique pour ne pas être porté à l'intérieur des maisons. Oui, donc, en fait, il n'y a aucune sorte de sens à ça. Et puis voilà, je pense que c'est... D'ailleurs, au passage, juste un des trucs, une petite pépite qu'on apprend dans Jeans, par exemple, c'est que le mot hijab qu'on utilise à peu près dans le monde entier n'est pas le bon mot pour parler du voile en islam. Ça veut dire une séparation, un rideau. Ça a été employé 7 fois dans le Coran, et 7 fois pour une question de séparation et non pas une question de vêtements. Nous, on parle de khimar. Il y a un verset qui parle un peu de ça et qui, d'ailleurs, est sur... c'est des pans de tissu qui sont mis sur les côtes, en gros, sur l'échancrure et les côtes. Donc ça n'a rien à voir avec la tête, rien à voir avec les cheveux. Mais il tient à toute personne de l'interpréter comme elle ou
il le sent. Et c'est en fait là le but de la foi, c'est l'exploration personnelle, mais il ne tient pas à une personne occidentale d'expliquer à quelqu'un qui n'a, en fait, en plus, qui sont souvent d'un point de vue laïque, donc je dirais moi-même laïciste, qui viennent imposer une sorte d'universalisme blanc, qui disent non, tu n'as pas le droit de voir les choses comme ça, non, tu ne peux pas t'adapter à nous, t'intégrer à nous si tu n'es pas exactement comme nous. Donc il faudrait se blanchir la peau, il faudrait ne plus avoir les cheveux comme ci, les yeux comme ça, les cheveux pas couverts, les cheveux couverts. Si tu n'es pas désintégré pour être intégré à ma communauté, alors tu ne peux pas faire partie de ma communauté. Moi, j'ai une question, parce que j'ai rencontré récemment une jeune femme qui est étudiante, qui est tunisienne et qui est venue à Paris pour faire des études dans une grande école. Et elle a fait un excellent discours dans un concours de l'équence où j'étais. Et dans ce concours, dans sa prestation, elle a dit une phrase que j'ai notée dans mon petit calepin. Et elle a dit je ne peux pas parler de sexe à mes parents et d'islam à mes amis. Et j'ai trouvé que c'était fort, que ça représentait en fait le fardeau. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner ? D'écouter Jeans. Très bon conseil. Peut-être que ses parents écoutent Jeans en cachette. Exactement. C'est exactement ce qui se passe. Écoute, moi j'ai eu ce cas évidemment une centaine de fois de jeunes personnes qui n'osaient pas. Il y a des personnes même qui m'ont raconté des atrocités qu'ils ont vécues dans leur vie, que ça passe vraiment de l'agression sexuelle au viol à toutes sortes des maris qui les battent, voilà, et qui savent pas comment sortir de ça. Les personnes qui sont athées, qui sont mariées avec des musulmans, enfin bref, il y a tous les cas de figure. Je pense que c'est du cas par cas. Je pense qu'il faut écouter effectivement tous les épisodes de Jeans, tous ceux de Kif Taras aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri d'apprendre des choses, et que la question du sexe avec les parents, c'est tellement tabou, c'est tellement quelque chose qui vient déranger. Moi, j'appelle ça le syndrome de la télécommande, c'est-à-dire que dès qu'il y a un bisou à la télé qui passe, les parents ils se jetaient l'un après l'autre sur la télécommande pour dire vite, changeons vite, surtout pas de bisous à la télé. Donc vraiment pour avoir cet effacement-là de la sexualité qui peut arriver même dans les discours qu'on a, parce que le mot sexualité même, il n'est pas prononcé, il n'y a pas les mots en arabe à la base pour dire les choses, hors insulte ou hors scientifique, c'est-à-dire que on va dire, pour être très cru avec vous, en arabe, soit, par exemple, le mot pénis, il y a soit le qualificatif scientifique, donc on dit le qadib en arabe, classique, soit zb. Donc le zob, quoi, qui est devenu zob aussi en français. Et donc on va avoir ça le pour tout. grand remplacement de la langue française. Et oui, notre belle langue française qui est sémitisée. Mais donc du coup voilà, il y a vraiment cet espace-là qui arrive, et je pense que par rapport à sa crainte que la sexualité, bien sûr qu'elle doit être discutée, qu'il faut oser aussi parler de ça à ses parents, parce que eux-mêmes ont vécu ça, parce que eux-mêmes ont vécu une sorte d'imposition, d'injonction sociale. Et puis sur la question de l'islam avec ses amis, si ses amis ont un problème avec l'islam, c'est que c'est eux le problème. On est d'accord, et sur ces belles paroles, on va faire une petite pause avant de se retrouver et de te retrouver dans le rôle de l'intervieweur. Alors, c'était juste 2 ou 3 questions à vous poser parce que déjà, j'étais très inspiré par vos travaux avant de pouvoir lancer mon podcast à moi. Merci. Évidemment, ça a permis aussi de lancer, c'est important de le dire parce que voilà, ça rétribue aussi votre travail symboliquement, je pense. Et donc, pour dire aussi qu'autour de la table, nous sommes 3 personnes minorées. À différents niveaux. On représente les figures de la secte du wokisme, islamo-gauchiste, grand inflationniste, n'est-ce pas? Donc ça commence aussi comme une blague raciste. Il y a un arabe, une asiatique et une noire qui sont autour d'une table. Mais ça n'est pas une blague. Nous pouvons être arabes, asiatiques, noirs et de nationalité française. Donc en fait, on défie l'impératif de l'universalisme laïque, et je rajouterai blanc, avec un des nombreux points communs entre Jeans et Kif Taras, qui est l'intersectionnalité. Alors du coup, la question est autour de ça. C'est, est-ce que vous pourriez dire en quoi c'est un outil puissant pour mettre en lumière les failles du système hétéro-patriarcal blanc, appelons-le comme ça. Comment on peut utiliser cet outil au quotidien, pour soi, concrètement, en fait, pour mieux déjouer les oppressions que l'on vit en tant que personne qui vit une identité intersectionnelle. Tu parles de l'outil de l'intersectionnalité, Ouais. c'est ça ? Disons que c'est un outil qui a été créé par une juriste, dont on a rappelé le nom tout à l'heure,
l'heure, Kimberlé Crenshaw, pour justement étudier un cas où une femme noire avait été victime de discrimination et où les juges n'avaient pas été en capacité d'identifier sa discrimination parce qu'ils avaient strictement tenu compte du cas d'hommes noirs et de femmes blanches. Et donc, ils n'arrivaient pas à la voir dans sa condition spécifique, dans la discrimination qu'elle avait vécue. Donc, je pense que cet outil-là peut nous servir. Alors, il sert évidemment dans le droit pour lutter contre pour sanctionner les discriminations racistes, mais dans le quotidien, on l'utilise tout simplement en voyant les gens dans leur complexité et en se disant, quand on est féministe, qu'on ne peut pas être uniquement féministe sans être antiraciste, sans lutter contre les discriminations LGBTQIA-phobes, sans être contre le validisme, etc. Et je pense que c'est justement considérer que toute oppression est potentiellement croisée par d'autres oppressions, et donc d'avoir toujours les yeux ouverts sur toutes ces dynamiques qui sont parfois convergentes, parfois concurrentes, mais en tout cas qui sont présentes à plusieurs niveaux sur plein de personnes, en fait. Et je dirais que cet outil de l'intersectionnalité m'a permis, par exemple, quand je suis confrontée à des actes ou des propos violents, de moi les analyser, parce que parfois on vit des choses, on ne sait pas pourquoi, on sait pas exactement, c'est peut-être flou, c'est pas évidemment raciste ou évidemment sexiste ou évidemment un mépris de classe, parce que parfois on ne sait pas trop, en fait, c'est juste violent. Et l'outil de l'intersectionnalité me permet d'y repenser et de me dire, ah non, je pense que ça c'est parce qu'on est dans tel endroit où et les gens qui sont là, ils sont majoritairement comme ci ou comme ça, et ce que ça renvoie de mon image, c'est ça, et c'est ça qui a été visé dans cette situation-là. Ouais. Si je suis dans une classe, dans une réunion de parents d'élèves de l'école de mes enfants où on est plein de personnes d'horizons différents, c'est-à-dire beaucoup de mixité sociale, comme on dit en France, évidemment que c'est pas le féminisme, c'est des femmes par exemple qui sont toutes là, c'est toutes des mères souvent, qu'elles sont toutes il y en a beaucoup des racisés, mais il y en a aussi des pas racisés. Donc il y a peut-être le racisme qui joue à ce moment-là. C'est pas le sexisme qui est en jeu. Voilà. Peut-être aussi c'est le mépris de classe. Peut-être c'est les deux en même temps, puisque des fois le racisme et le mépris de classe, c'est deux choses qui sont liées. Et de me dire et d'analyser les propos en me disant, en fonction. Donc ça me permet ça au quotidien de me réfléchir à ce qui se joue, ce qui est en train de se jouer. Et c'est très utile parce que ça me permet de comprendre et puis de voir qui sont les gens en face de moi. Donc ouais, important. Ouais, c'est très important. Et alors, pour basculer aussi sur un autre angle que j'ai adopté dans Jeans, qui est de parler de la question du féminisme spirituel ou féminisme religieux qu'on appelle islamique. Alors, n'ayez pas peur, islamique ne veut pas dire islamiste. Tout va bien. Même le terme d'islamiste, je trouve qu'on peut le questionner. Parce que les extrémistes religieux des autres religions, on ne les appelle pas christianistes ou judaïstes. Absolument. Et donc, c'est comme si l'excès d'islam était forcément dangereux. Exactement. Et je trouve que même ça dérange. Absolument, parce que la dangerosité fait partie intégrante du discours médiatique quand on parle de l'islam, effectivement. Absolument. Mais alors justement, Rokhaya, je ne sais pas moi où tu te situes au niveau de ta foi, c'est quelque chose de très intime, donc je ne vais pas le questionner, c'est pas quelque chose que je veux savoir directement, mais je sais que tu as évoqué dans le passé que tu avais grandi dans un contexte musulman, du fait notamment de tes origines sénégalaises, sauf qu'en France, musulmane égale arabe, on en a parlé tout à l'heure, j'en parlais avec même Maboula Soumaoro dans un épisode, une femme noire musulmane qui porte un foulard en wax sur la tête sera perçue comme africaine, là où une femme maghrébine pas croyante sera perçue d'office comme musulmane. Et toi, Grâce, du coup, tu es une figure, moi je trouve aujourd'hui, de l'asioféminisme en France, mais tu n'as pas de lien personnel avec l'islam, quoique l'islam fasse partie intégrante aussi de la géopolitique mondiale, en Asie notamment, entre le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie, la Malaisie, puis bien évidemment les problématiques aujourd'hui mondiales qui sont autour des minorités musulmanes en Asie, comme les Rohingyas, en Birmanie, les Ouïghours en Chine. Du coup, la question que je voulais vous poser, c'est question évidemment rhétorique, et j'imagine que vous le verrez, est-ce que vous vous sentez concerné par ces causes ? Si oui, comment est-ce que vous les portez sans être directement concerné ? Par exemple, pourquoi vous défendriez les femmes musulmanes qui portent le voile ? Alors
moi, pour répondre, effectivement, je trouve ça très important de rappeler la multiplicité des musulmans. Tu as cité l'exemple de l'Indonésie, c'est le pays le plus grand, en fait, en termes de nombre de musulmans voilà, dans le monde. Et donc, c'est quand même important de rappeler que la plupart des musulmans, en fait, sont asiatiques. Hein, et pas asiatiques du Proche ou Moyen-Orient, mais asiatiques de l'Asie beaucoup plus à l'Est ou au Sud. Donc ça, c'est important parce que dans la représentation mentale, en fait, effectivement, comme l'islam est né dans le berceau arabique et qu'il s'est exprimé, en tout cas, le Coran a été... est descendu, pour ceux qui croient, en tout cas, a été révélé en langue arabe et qu'il se récite aujourd'hui toujours en langue arabe, il y a quand même un sentiment de suprématie des personnes arabophones sur les autres musulmans, qui est très très présent au sein de la communauté musulmane. Et effectivement, toujours le sentiment que, étant locuteurs de la langue de la révélation du Coran, ils sont de meilleurs musulmans, naturellement, que les autres musulmans. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez présent. Le fait que les musulmans non arabes soient disqualifiés dans leur islamité. Que moi, je sais que, par exemple, il y a un imam que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Mohamed Bajrafi, qui est hyper brillant. Et il n'a jamais vraiment percé, en fait, autant que d'autres imams dans la sphère médiatique française. Il est d'origine comorienne. Il est né au Comores, il a grandi au Comores. Il est hyper brillant. Pour le coup, c'est aussi un universitaire. Et j'ai l'impression que, finalement, il n'y a pas vraiment d'adhésion, autant d'adhésion à ce qu'il est, parce qu'il est noir. Absolument. Et parce qu'il n'est pas... C'est marrant parce qu'en fait, il est noir et il est aussi arabe. Absolument, parce que les Comoriens sont aussi des Arabes. Et du coup, mais il n'est pas reconnu dans cette identité, j'ai l'impression. Et je trouve que, il y a une vraie question En plus, en France, on a des territoires comme Mayotte qui sont à 95% musulmans, qui sont des territoires d'Afrique noire. La Réunion, il y a énormément de musulmans aussi qui sont eux plutôt originaires du sous-continent, du sud de l'Asie, en fait. Donc d'Inde notamment. Et c'est vrai que, voilà, donc moi, évidemment, je me considère comme une femme musulmane, je le dis toujours. Et si je défends la liberté des femmes à porter le voile, c'est parce que moi, je le porte pas. Et c'est parce que, justement, je pense que au sein de la communauté musulmane, il n'y a pas d'uniformité. Et moi, je me bats pour qu'on ait tout le droit de choisir de porter le foulard ou de ne pas le porter. J'ai pas envie d'imposer mon choix à d'autres femmes qui ont fait un choix différent. Et dans ma famille, il y a toutes les options, en fait. Il y a des femmes qui portent des voiles, vraiment un voile qui couvre les oreilles et le cou. Il y a des femmes qui portent des turbans, des femmes qui ne portent pas de voile, des femmes qui portent des foulards aussi africains et qui ne s'en découvrent jamais à l'extérieur. Et donc toutes ces options-là existent et moi je me bats justement pour que cette liberté-là existe au sein de la communauté, même si c'est compliqué. J'ai dit communauté plusieurs fois, mais c'est une communauté qui est un peu fictive et qui est puis aussi beaucoup solidarisée par l'islamophobie. Je pense qu'il y a aussi, on se serre beaucoup les coudes parce qu'on est, on est exposé à des discriminations nombreuses. Mais je sens aussi que dans le discours médiatique, peut-être qu'il y a moins de soupçons par rapport à ma potentielle... je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que je dis des choses sur l'islamophobie qui seraient peut-être perçues différemment si j'étais un homme arabe. Absolument. Tu vois ? Oui, tout à fait. C'est qu'au début, les gens n'avaient pas capté que j'étais musulmane, donc ils disaient la pauvre, elle est bête, elle est naïve, elle ne les connaît pas. Et maintenant que les gens ont plus ou moins capté, l'islam des Noirs n'est pas perçu comme aussi dangereux que l'islam des Arabes. Donc il y a peut-être quelque chose de différent dans la perception qu'on peut avoir de ma forme d'islam. Oui, absolument. Je pense qu'il y a vraiment une idée là qui est très claire, c'est que l'islamophobie, elle est aussi dirigée beaucoup sur les personnes arabes. Ouais, exactement. Du coup, en fait, quand une femme noire qui est musulmane dit un discours sur l'islam, en fait, on lui accorde presque déjà pas de crédit parce que c'est une femme. Deuxièmement, pas de crédit parce que c'est une femme noire. Et troisièmement, parce qu'en fait, comme elle n'est pas arabe, elle n'aurait pas la même légitimité à parler de ce discours-là sur l'islam, puisque en fait, islam égale arabe. Donc, et puis voilà, et puis moi, il y a je sais pas combien de fois dans les plateaux, on me dit oui, mais vous savez, dans le Coran, il y a des blancs pas musulmans qui commencent à m'expliquer le Coran. Je fais non, mais c'est juste d'une arrogance folle. Et juste pour terminer, avant de donner la parole, enfin de faire circuler la parole et qu'elle arrive jusqu'à Grace, il y a un autre truc aussi que je trouve important, c'est de rappeler que moi je suis originaire du Sénégal et c'est un pays qui a été islamisé à la fin du XVIIIe siècle. Et donc on avait des cultures avant l'islam. Et je pense que c'est très très important pour nous qui sommes africains de l'Ouest de préserver nos cultures et notamment nos prénoms. Enfin moi je m'appelle Rokhaya, c'est pas un prénom, c'est un prénom arabe en fait qui vient du Coran. Et c'est important pour moi islamiquement, mais c'est aussi important de rappeler qu'on avait des cultures qui précédaient l'islam et qu'aujourd'hui, il y a quand même un écrasement qui se fait et une disparition des cultures locales parce qu'il y a à la fois une islamisation, une arabisation qui se fait plus forte et qui fait disparaître un petit peu les spécificités locales. Oui, ça c'est un danger clair, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai pas de relation évidente avec l'islam, de lien évident avec l'islam. Mais
mais en réalité, j'ai de la famille en Chine qui est musulmane. Donc, parce que c'est l'une des 4 religions les plus répandues en Chine. Et il y a de nombreuses ethnies qui sont musulmanes dans différentes régions de Chine. Et donc, moi, j'ai de la famille dans la région de Beijing qui sont musulmans. Et d'ailleurs, quand je les ai rencontrés il y a très longtemps, pour la première fois, j'étais très étonnée, puisque l'image que j'avais de la Chine, c'était les gens qui me ressemblaient moi, qui étaient bouddhistes ou taoïstes, qui sont quand même les religions les plus répandues, majoritaires. Mais et donc oui, en fait, donc clairement. Et puis évidemment, on a parlé d'Indonésie, mais aussi d'Asie du Sud, puisque dans de nombreux pays d'Asie du Sud, la religion est la religion est l'islam. Donc la Malaisie, par exemple, c'est complètement. Malaisie, une partie de Singapour. C'est vrai que c'est donc et le fait de ne pas associer l'Asie avec la multiplicité des personnes qui vivent sur ce continent, ça m'affecte, puisque c'est une forme de réduction des personnes du continent asiatique, de ne pas reconnaître tout ce qui remplit leur vie, que ce soit les cultures, les religions, et évidemment la question des discriminations liées aux religions est extrêmement importante, d'une manière générale dans le contexte français, notamment le contexte lié aux élections présidentielles depuis 20 ans aujourd'hui, et ça n'a je suis solidaire avec toutes les résistances et les organisations, des personnes qui s'organisent pour lutter contre ces discriminations. C'est les mêmes mécaniques, en fait. Absolument. Qui sont en jeu, bien sûr. Mais c'est ça aussi, je pense, qui est la beauté de la question intersectionnelle, qui amène du coup à une convergence des luttes. C'est ce que disait aussi Kimberlé Crenshaw. D'ailleurs, j'adore aussi cette citation d'Audre Lorde, qui était elle-même poétesse, américaine, militante, féministe, lesbienne, engagée dans le mouvement des droits civiques en faveur des Afro-Américains à l'époque. Elle disait « Je ne suis pas libre tant que n'importe quelle autre femme est privée de sa liberté, même si ses chaînes sont très différentes des miennes. » Et je pense que c'est une très belle façon d'exprimer l'intersectionnalité et le combat, en fait, de ces luttes qui convergent, qui qu'on soit. Très bien, alors on va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit, ou que j'ai souvent entendu. Il m'arrive quelquefois de parler longuement à des amis ES, des femmes arabes. Je précise qu'elles sont CSP+, hyper diplômées, hétéro-cis. Je parle avec elles de la situation des femmes arabes et ou musulmanes en France, et généralement elles me répondent « Non mais parfois tu en fais tout un plat. Moi je suis une femme arabe, j'ai jamais vécu ça, ok ? Tu te compliques trop la vie. Il y a des combats plus urgents, hein. » Qu'est-ce que vous aurez répondu à ma place ? Que la sociologie, c'est pas de l'individualité, quoi. C'est pas parce qu'on est soi-même privilégié ou préservé de certaines oppressions qu'elles n'existent pas. Et que c'est justement parce que souvent on est dans une position assez privilégiée, comme c'est le cas de nous trois. On est des personnes qui sommes diplômées, qui appartenant aux franges les plus favorisées, en tout cas des catégories françaises. C'est pour ça qu'on a le temps de s'asseoir, de faire des podcasts, de discuter, de débattre et tout ça, parce qu'on n'est pas dans une urgence économique. Donc voilà, c'est juste dire que c'est pas parce qu'on vit pas quelque chose que ça n'affecte pas d'autres personnes. Et je dirais aussi que c'est l'un des mécanismes du racisme et des oppressions de manière générale, de considérer que les propriétés des personnes qui sont dominantes dans une société, dont la société marocaine, ce serait ces personnes-là, sont des généralités pour tout le monde. Bah oui. Donc, donc moi, ce que je vis pas, je considère pas que tout le monde le vive, puisque je fais partie de la minorité, des minorités d'une manière générale, et j'ai jamais eu ce luxe de considérer que mon quotidien, c'était ton quotidien, ou ton quotidien Rokhaya, c'est parce que je sais que c'est pas comme ça. J'ai jamais eu ce luxe-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont toujours cru que parce qu'elles le voient, c'est leur double vie. Ils le voient, ils le vivent, puis après ils le voient sur les écrans, puis après ils les racontent dans un livre, et en fait ils ont l'impression que tout le monde vit la même chose. Exactement, ouais, c'est ça. Mais c'est incroyable parce que c'est tout le temps la remise en question, moi, qui me fait le plus de mal. C'est non, mais
t'es fou, ou tu as mal vu les choses, ou tu as voulu mal voir les choses, etc. Et je me souviens que les premières fois où j'ai commencé à faire émerger des remarques racistes qu'on m'avait faites, ou le fait que quand je revenais des vacances au Maroc en famille, que j'étais un peu plus bronzé, on m'arrêtait plus dans les métros, ou dans les RER, quand j'allais à Cergy par exemple. Il y a toujours ces questions-là en fait, cet entre-deux qui est impossible à prouver. Et quand j'en fais part aux personnes qui sont les plus proches de moi, qui sont racisées, qui sont marocaines, qui comprennent en fait, qui me disent non, c'est dans ta tête, je trouve ça aussi violent que si elle me dit ouais mais en fait le mec il me reluque et parce que pour lui dans sa tête je suis une beurette et moi je lui dirais non en fait tu vois les choses un peu bizarrement, ça va, c'est juste que t'es passé devant. Trouver des excuses en fait à ça, pour moi c'est extrêmement violent et dangereux, et je conseille vivement à toute personne qui écoute cet épisode-là qui est commun de ne jamais remettre en question des expériences qui sont difficiles ou des discriminations qui sont évidentes pour les personnes qui l'ont vécu, de pas le remettre en question parce que c'est là où il y a le plus de mal en fait, parce que c'est là aussi on peut se dire, même pour les questions de viol qui sont beaucoup plus graves, est-ce que vraiment ça s'est passé comme je le pensais? Je pense qu'il faut faire preuve d'écoute active et voilà, un peu de volonté pour essayer de comprendre l'autre, de se mettre dans ses godasses et de retrouver son humanité ensemble. Ça, c'était très bien comme mot de la fin. Écoutez, merci infiniment, Rokhaya et Grace, pour cet épisode croisé. Merci beaucoup. C'était un plaisir, beaucoup, merci à toi. C'était trop bien. On se retrouve donc vite pour le premier épisode de Jeans. Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram, @jeans-podcast. Merci à Kikina Studio pour leur soutien en production. Et merci bien sûr à Binge Audio pour cet épisode en crossover avec Kif Taras. La saison 2, c'est un épisode le jeudi à 18h. Pour en apprendre toujours plus sur les sexualités et le genre pour les personnes arabes et ou musulmanes de France et d'ailleurs. À très vite! C'est qui? C'est Kikina Studio.